Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'avais dit que je partais en vacances, mais du coup, je suis pas encore parti en vacances, comme vous pouvez le voir, je pars demain. Parce que voilà, il y a quand même quelques petites choses qui me tenaient à cœur. J'avais envie d'en parler. Évidemment, cette semaine a été assez chargée hein, au niveau formule de promotion. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a évidemment eu les essais de F2, de F3 à Bahreïn, les trois petits jours d'essais de pré-saison. Il y a aussi la qualification, la dernière qualification de Formule 4 Emirati, on suivra ça un peu d'un œil, qui est décisif pour le titre, hein. Ils sont quatre, ils sont quatre à se battre pour le titre, donc ça va être assez chaud, ça va être sympa. Et aussi, j'avais pas prévu d'en parler, mais en rapport avec mon dernier live de mercredi, il y a Sauber qui s'est dit, tiens, si on annonçait notre académie maintenant, et pas, enfin voilà, maintenant que son live est fait. Donc voilà, ils ont annoncé leur pilote. Et il y a quand même quelques surprises. Il y a quelques surprises comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi ça n'affiche pas? Affiche-toi, merci. Voilà. Il y a donc 4 pilotes annoncés au lieu de l'unique pilote qui était dans mon diapo de mercredi dernier. Alors déjà bonjour à tous là dans le chat. Je vois il y en a c'est la première fois, c'est sympa, c'est sympa. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc c'est la nouvelle Sauber Academy. Évidemment, il y a Théo Pourchère, ça on en a parlé en long, en large et en travers avant-hier. Euh, c'est voilà Théo Pourchère, Léna Buller, donc seule féminine de l'académie qui roulera en F1 Academy. Vous savez le nouveau championnat 100% féminin, un championnat de F4. Léna Buller, elle a fait 2 saisons de Freka avant ça. Voilà, donc c'est. Enfin, ah oui, et aussi elle a 25 ans, donc c'est difficile de se hyper pour cette pilote féminine, malheureusement. Par contre, c'est vrai qu'il faut souligner que Alpine a fait de grosses annonces hier, en dehors évidemment de la présentation de la nouvelle Alpine, de la 523, et aussi de l'arrivée de Zinedine Zidane en tant qu'ambassadeur, c'est plutôt pas mal. Ils ont annoncé pas mal de trucs au niveau junior pour les jeunes pilotes féminines, et c'est assez sympa. Bon alors ils ont annoncé l'arrivée de Sophia Flörsch dans l'académie, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas trop quel est le projet sportif derrière, s'ils croient vraiment en elle, en son talent. Enfin pour moi c'est plus quelque chose de communication, puisque c'est vrai qu'elle est très forte dans tout ce qui est dans tout ça, donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est dur de s'hyper, hein. Flörsch chez Alpine, voilà. Et puis qu'est-ce qu'elle va faire chez PHM? Enfin, on reviendra sur les essais de F3, hein, mais PHM, ça a été très compliqué, c'est les essais à Bahreïn. Et évidemment, vous l'avez vu, il y a un nouveau drapeau français dans cette équipe. Il n'y a pas que Théo Pourchère, il y a Marcus Amand, donc le franco-finlandais de 17 ans, qui rejoint la Sauber Academy. Donc c'est assez surprenant. Pour les nabulaires, ouais, elle se dirige peut-être vers le LMP2, mais le LMP2, elle en vient justement. Donc je comprends vraiment pas puisque Alpine a des projets en endurance, des projets en LMDH, donc la catégorie Rennes. Mais voilà, elle a fait 2 ans en LMP2, 2 ans qui étaient bons. Enfin voilà, c'était pas à sauter au plafond non plus, mais voilà. Mais là, elle aurait dû persévérer dans cette voie, dans l'endurance, pour s'améliorer, pour peut-être être une candidate justement à la LMDH. Mais là, elle part en F3. Pour quel projet derrière, j'ai du mal à comprendre. Mais donc bref, Marcus Amand, voilà, qui rejoint Art Grand Prix. Donc d'ailleurs, c'est 3 pilotes Art, hein, Pourchère, Buller et Amand, c'est 3 pilotes Art. Donc lui, ce sera un pilote Art en Freca. Ça sera d'ailleurs l'un des favoris pour le titre de rookie de l'année, vu que Antonelli, vu que Camara et d'autres pilotes de cet acabit ne seront pas rookies, vu qu'ils ont fait toute la saison au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis. Donc Marcus Amand, il sera un favori pour le titre de rookie de l'année. Il y a d'autres candidats quand même, genre Martinus Stenson chez Air Race, mais voilà, donc c'est intéressant. Donc Marcus Amand, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est managé par Renaud Derlot, qu'on voit parfois de temps en temps sur Canal+, et ancien pilote lui-même, et aussi enfin, manager de Jean-Éric Vergne, entre autres, et de beaucoup d'autres pilotes, hein. Il est aussi managé par Didier Coton, donc Didier Coton qui est le manager historique de Mika Hakkinen. Donc voilà, quand même, il est bien entouré, mais le budget n'affluait pas des masses non plus. Enfin, il avait quand même, il a eu 2 saisons de F4 italienne, enfin,
F4 allemande et italienne, mais quand j'avais parlé à Renaud Derlot, par exemple, il ne savait pas si Marcus Amand allait pouvoir passer en Freca cette année. Peut-être que du coup ça a été facilité par le soutien financier de Sauber. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir un nouveau Français. Donc on a maintenant 5 Français dans des académies. On est plutôt pas mal hein, quand même. 5 Français dans les académies de F1. Donc on a Pourcher, Amand, Adjar, Deligny chez Red Bull et forcément Victor Martin chez Alpine. Donc c'est vrai que ça commence à être pas mal. Et enfin, il y a Time Saleh, donc pilote de karting. Voilà, je vais pas trop m'avancer sur lui. Il n'a pas montré grand chose, mais bon, il est encore jeune, donc voilà. On va peut-être passer à autre chose pour pas parler que de la Sauber Academy, puisque de base, j'étais même pas censé en parler de base. La qualif de F4 Emirati n'a pas encore débuté. Pour l'instant, il n'y a eu que des essais en formule régionale Moyen-Orient, avec notamment 2 Français. Il y a plus seulement Sami Mektounif, il y a aussi Owen Tangavelou, donc qui sont tous les deux coéquipiers et qui sont tous les deux dans le top 10. Donc ça commence bien, surtout pour Owen Tangavelou. Hein, c'est vraiment très bien. Genre, il découvre l'équipe, il ne découvre pas le circuit puisqu'il a déjà roulé dessus l'an dernier, mais quand même, il fait juste ce week-end et il a l'air de très bien se débrouiller. Donc ça peut être bien si on peut avoir 2 Français en lutte pour les points. Et donc devant, donc ça c'est la dernière séance d'essai libre. Voilà, on a Boya devant Camara, Antonelli, Stenson. Vraiment, il sera surveillé ce gars en Freca. Donc voilà. Ok, maintenant si on parlait un peu, oui, on a aussi Tsolov. Oui, il n'y a pas que Tangavelou évidemment qui fait ses débuts hein, en Formule régionale Moyen-Orient ce week-end. Il y a Nicolas Tsolov, le crack d'Alpine, le pilote, le champion de F4 espagnol, hein, qui a écrasé le championnat. Voilà, il avait remporté 2 tiers des courses et il sera en F3 chez ART cette année. Et là, il a décidé de rejoindre, pour la dernière manche de la saison, il a décidé de rejoindre la pire équipe, vraiment la pire équipe, la seule qui a 0 points, RNB Racing. Et l'air de rien, même première séance d'essai libre, je crois qu'il était dans le top 10 si je dis pas de bêtises. Donc il a l'air de pouvoir être en capacité de porter cette équipe vers le haut, de peut-être pouvoir les faire se. Ils vont peut-être pouvoir jouer les points, peut-être même plus. Enfin voilà. Après, ça reste très, très impressionnant parce que Tsolov découvre la voiture. Il n'a jamais roulé dans cette voiture. Il a fait énormément de tests dans des GP3 pour s'entraîner à la F3. Il a testé en F3 forcément. Il a testé dans des F3 britanniques, dans des GP3. Il a aussi testé en F4 sur le circuit d'Imola, puisque le circuit d'Imola a énormément de restrictions sur les tests, parce qu'il y a des restrictions sonores qui font que les jours de test sur ce circuit sont très limités. Et vu que la F3 FIA va à Imola, et que lui n'avait jamais roulé sur ce circuit, il s'est dit, je vais rouler sur ce circuit avec une F4, je crois même une F4 ancienne génération, et pour déjà appréhender le circuit, enfin ça montre de 1 qu'il a le budget pour faire ça, parce que vraiment il n'y a pas tous les pilotes qui peuvent se le permettre, et aussi qu'il va vraiment tryhard de la F3, hein. Enfin il fait tout pour être le mieux préparé possible. Donc ça va être sympa à voir. Ce week-end j'attends pas grand chose de lui hein, pour Tsolov, on verra ce que ça donne et on verra ce que ça donne. Après c'est que du bonus, hein. C'est vraiment pour se préparer, pour se mettre en jambe, pour avoir des départs, pour de nouveau courir en peloton avant la grande échéance dans 2 semaines maintenant. C'est dans 2 semaines hein, la reprise de la F1, de la F2, de la F3. Ça arrive, ça vient, ça commence à être cool. Mais justement, du coup, il y a eu ces essais de F2 et de F3. Et faut en parler de ces essais, puisque même si c'est les essais de pré-saison et qu'on peut pas faire d'analyse, on peut pas faire de conclusion, il y a quand même des petits trucs à voir. C'est pas forcément fiable à 100%, et je vais pas prédire le futur champion de F2, je vais pas prédire le futur champion de F3 sur ces 3 jours d'essai, mais il y a quand même des choses à souligner. Je pense qu'on commence par la F2 forcément, puisqu'il y a quand même 4 Français engagés, avec Pourcher, Martins, Adjar et Novalak. Et ça va être dur quand même je pense que ça va être plus dur. Ça va être plus facile d'observer des choses à partir des tests de F3 qu'à partir des tests de F2, puisque en F3, le meilleur temps était à 4 dixièmes de la pole de l'an dernier de Franco Colapinto,
alors que en F2, ils étaient plutôt à 1 seconde et demie, 2 secondes. Donc en F3, ils ont l'air d'avoir plus poussé les limites, alors qu'en F2, ça s'est plus concentré globalement sur les rythmes de course. Après, c'est pas de la science exacte, hein, on ne sait pas exactement les conditions de chaque équipe, à quel point les équipes ont poussé. Par exemple, le dernier jour, on a vu Kouchmeini devant Roy Nissany sur le dernier jour. Kouchmeini et Roy Nissany, alors j'aime bien Kouchmeini, mais il ne jouera pas devant, et Roy Nissany encore moins. Donc, enfin voilà, après il y a des équipes qui poussent beaucoup plus que d'autres. ART, Prema, ils n'ont pas besoin, ils ont pas besoin de passer tous les jours à fond. Donc ça va être intéressant aussi. Moi, ce qui m'a impressionné surtout, après, je me suis un peu focalisé sur les Français, forcément en F2, mais le duo Art Grand Prix, j'ai vraiment bien aimé. Euh, sur le premier jour, il y avait Pourchère qui avait fait les meilleurs temps avec une bonne marge. Voilà, est-ce qu'on peut extrapoler dessus? Je sais pas. Il y a Martin, ce qui était un peu plus dans le dur dans le premier jour, ce qui peut s'attendre. On peut quand même bien comparer Martins et Pourchère, en tout cas sur le premier jour, puisqu'ils sortaient et rentraient dans les stands en même temps. Donc, normalement, ils étaient sur des rythmes, sur des configurations similaires. Normalement. Donc, Martin, c'était un peu dans le dur sur le premier jour. Mais petit à petit, on l'a vu progresser sur le deuxième et le troisième jour, et au final, Martins a claqué le deuxième temps des essais à, je crois, 8 millièmes, ouais, 8 millièmes, 1 centième du meilleur temps de Richard Verschoor. Donc c'est très impressionnant. Je pense vraiment que l'expérience de Victor Martins qu'il a eu dans tout le passé, enfin, il a commencé la F4, il a commencé la monoplace en 2017, peut-être 2016, non 2017 je crois. Il a fait une année de F4, il a fait 3 années de Formule Renault, 2 années de F3. Enfin, il a un bagage technique, il a une expérience plus importante que celle de Théo Pourchère. Alors Pourchère a plus d'expérience dans la voiture, dans la F2, forcément. Je pense quand même que Pourchère part avec un gros avantage, mais Martins était le meilleur rookie sur ses essais. Ça vaut ce que ça vaut. Ça lui fait une belle jambe hein, d'être le meilleur rookie sur les essais. Maintenant, faut l'être à Bahreïn dans 2 semaines, faut l'être sur toute la saison, mais c'est déjà prometteur. Et puis Pourchère, il avait quand même l'air bien dans le rythme, hein, sur les rythmes de course, il, il semblait quand même il semblait maîtriser son sujet. Après, voilà, le rythme de course de Théo Pourchère, c'est pas une préoccupation. Hein. Clairement, on sait que c'est son point fort globalement, et il doit s'améliorer justement sur les qualifications. On a aussi Clément Novalak. Clément Novalak, on l'a pas mal vu. On l'a pas mal vu dans le top 10, dans le top 5. Et il a l'air d'être à l'aise. Il a l'air d'être à l'aise chez Trident. C'est un peu normal. Il a déjà performé dans cette équipe en F3 en 2021. Il avait fini troisième de F3 et il se sentait vraiment à l'aise dans cette équipe. L'an dernier, chez MP, ça s'est pas passé comme prévu. Hein. Il était le coéquipier de Drogovic, on le rappelle. Il a fini, je crois, 18ème quand Drogovic gagnait le titre, évidemment. Et voilà, malheureusement, on l'a pas vu de l'année. Alors que Novalak, on sait qu'il a du talent. Il l'a montré au Royaume-Uni quand il a gagné la F3 britannique. Il l'a montré en F3. Donc on sait qu'il a du talent. Chez Trident, là, il se retrouve dans un environnement où il est à l'aise. Et ça a l'air de marcher. Après, c'est dur de comparer face aux autres équipes. Hein. C'est plus par rapport à son coéquipier, par rapport... voilà, enfin, pour avoir des... C'est plus facile en tout cas de comparer face au coéquipier. Et le coéquipier Roman Stanek, il était quand même bien derrière Novalak. Voilà, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est des conclusions qui viennent des essais. Et voilà, c'est vraiment pas infaillible. On n'a pas trop vu Isaac Adjar, j'avoue. J'aurais bien aimé le voir plus, mais Hightech, ils sont toujours discrets lors des essais de pré-saison. Ça a toujours été comme ça les années précédentes. On n'a pas vu beaucoup Jack Crawford non plus, donc le coéquipier d'Adjar, on l'a pas vu non plus. Mais voilà, Hightech, je pense qu'ils ont pas mal roulé. Pour une fois, ils ont plus roulé que d'habitude que sur les années précédentes. Ils n'ont pas trop eu de problème. Donc ils ont bien roulé. Mais voilà, on les a pas vus claquer un temps, on les a pas vus en haut de la feuille, on les a pas vus en haut de la feuille des temps comme on a pu le voir pour Pourchère, pour Martins. Mais voilà, le problème de Hightech, ouais, je le répète, c'est pas la vitesse.
en qualification, on sait qu'ils sont rapides. Même en course, on sait qu'ils sont rapides. Ils ont sûrement dû bosser comme la plupart des équipes sur les rythmes de course, c'est vrai. Mais le problème, surtout, c'est l'équipe en elle-même. Hein. J'avais vu sur le Discord de Feeder Series, enfin, des pilotes, vraiment des pilotes de F2, dont je tairai le nom, mais je pense que la plupart des gens qui sont actifs sur le Discord, qui sont sur le serveur, peuvent s'imaginer de qui il s'agit, disaient que high-tech, enfin, les mécanos high-tech, c'était n'importe quoi. Enfin, genre, et que forcément, high-tech peut plus facilement progresser, puisque c'est ça leur point faible, c'est genre les arrêts au stand, ce genre de choses. Enfin, combien de fois on a vu Vips et Armstrong? Oui, Vips et Armstrong l'an dernier, on les a vus totalement se faire avoir sur des mauvaises stratégies, mais surtout sur des très très mauvais arrêts au stand. Donc, je sais pas, normalement, si tu changes ton équipe, si tu changes des gens de l'équipe de ton arrêt au stand, normalement, tu peux t'améliorer sur ça. C'est plus facile de s'améliorer sur des arrêts au stand que sur le rythme de course ou sur le rythme de qualif. Il y a beaucoup de choses. On peut plus modifier ce facteur qui est vraiment humain et moins technique. Donc voilà, j'espère qu'ils ont vraiment beaucoup bossé les arrêts au stand, puisque vraiment l'an dernier, a priori, même une équipe comme Charouz, qui est la moins bien lotie, qui est la moins bien lotie de la F2, était plus rapide que Hightech sur les arrêts au stand. Donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Mais sinon, je sais que les high-tech seront rapides, elles seront dans le coup comme à chaque fois. Et donc je m'inquiète pas outre mesure pour Isaac Adjar. Il avait l'air dans le coup, il avait l'air de faire son truc dans son coin. Il a bien taffé, il a pas fait d'erreur, a priori, il a pas causé de drapeau rouge. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà, après, toutes les équipes ont globalement travaillé sur les rythmes de course, sur les longs relais. Même par exemple Richard Verschoor qui a fait le meilleur temps, il restait à 1,5 secondes de la pole et la F2, le championnat de F2 l'a interviewé après son meilleur temps et il n'était pas content car sur les longs relais, Van Amersfoort et lui, bah, c'était pas foufou. C'était pas foufou. Ça c'est sûrement en train de s'améliorer puisque Van Amersfoort, c'est que leur deuxième saison dans le championnat, mais il n'était pas content. Donc au-delà du chrono, faut voir aussi la manière dont ça a été fait. Même si c'est dur d'analyser, on n'a pas forcément, on est très 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 loin d'avoir toutes les datas. Donc voilà, j'ai pas remarqué grand chose ensuite pour les autres pilotes de F2. Je sais pas si vous, dans le chat, vous avez vu d'autres trucs en particulier. Un peu déçu, on n'a pas trop vu Benavides. Bah ouais, c'est sûr on l'a pas beaucoup vu. Par contre, il amène, grâce à son sponsor, une nouvelle livrée. Donc on n'a pas la livrée PHM habituelle qui est très blanche, très blanche et bleue. Non, il a mis toute la livrée en mode marronâtre, genre excrément quoi. C'est d'un goût particulier. Voilà, je pense qu'on va bien se marrer avec Benavides et Nissany cette année, qui sont les deux coéquipiers de PHM by Charouz. C'est cuivre. Oh, c'est bien dit ça. C'est extrêmement poli pour. Ouais, non, j'aime bien. J'aime bien. C'est peut-être mieux. On va dire que c'est couleur cuivre. Ouais, c'est plus propre. Mais enfin perso, après moi j'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. J'ai pas vu beaucoup d'avis positifs dessus en tout cas, mais c'est assez particulier. Après, je pense pas qu'on les verra très souvent, à part pour des drapeaux jaunes, mais je suis peut-être mauvaise langue. Mais voilà, donc après, si je pense qu'on va pouvoir passer globalement oui, aux essais de pré-saison de F3. D'ailleurs, j'ai l'impression que la F4 Emirati, hein. D'accord, la F4 Emirati est partie et l'écran n'avait pas montré. Très bien. Bon, on va quand même parler des essais de F3 puisqu'il il reste encore pas mal de, comment dire, il reste encore pas mal de choses à dire en tout cas sur les essais de F3. Il n'y a pas de français malheureusement, il y a pas de Adrien David cette fois. Il y a pas de Adrien David, il n'y a pas de pilote. Enfin, j'avais espéré fut un temps Owen Tangavelou, mais du coup il reste en fréca. Il n'y aura pas de français et le dernier siège high-tech, le dernier siège vacant
Normalement, il devrait revenir à Luke Browning, ce qui est totalement mérité, hein. Il est champion de F3 britannique, il a fait des très bons essais, on y reviendra, mais voilà, c'est un peu triste, surtout quand on voit des pilotes qui sont 35e de Freka, comme Piotr Wisnicki, monter et avoir leur chance en F3. Voilà. En plus, Adrien David, on ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir maintenant. On sait qu'il ne sera pas en LMP2. En tout cas, il ne sera pas chez Panis Racing, comme c'était évoqué par pas mal de médias, par pas mal de rumeurs. C'était le plus probable. Donc, il n'y a plus de place chez Alpine en LMP2, il n'y a plus de place chez Panis Racing en LMP2. Ouais, ça commence à devenir compliqué pour Adrien David. Je pense honnêtement qu'il va s'orienter vers de la Porsche. J'ai pas de source sûre, mais voilà, comme je l'avais dit sur Twitter, les stories Instagram montraient globalement qu'il avait testé des Porsche, les Porsche Super Cup, avec le team de Dorian Boccolacci Martinez by Almeras. Voilà. Ça peut être bien, hein, il y a moyen de faire une très belle carrière aussi, mais ça aurait été beau de le voir en F3 quand même. Sinon, dans les qualifs de F4, alors on va falloir y revenir quand même rapidement, puisque là pour l'instant c'est James Wharton qui est en tête du classement, et avec Kinou Al-Azari. Alors ça, Kinou Al-Azari, je pense que ça parle à absolument personne dans le chat, puisqu'il est très peu connu, il a très peu fait parler de lui durant la saison de F4, mais il va être très à son aise ici sur ce circuit, car ce circuit c'est sa maison globalement. Euh, les trois pilotes de Yas Heat Racing Academy, voilà, Kino Azari qui tape le meilleur temps. Les trois pilotes de l'équipe, donc Kino Azari, Matteo Quintarelli et Hamda Al-Koubessi, la féminine, euh, ils ont testé, ils ont poncé, ils connaissent les moindres recoins du circuit de Yas Marina d'Abu Dhabi par cœur. Donc, ils étaient plus en galère à Dubaï et au Koweït, mais là, normalement, ils sont à la maison. Voilà, ils vont être super à leur aise et il y a moyen qui mettent du piment quand même dans cette bataille au titre. Donc ça va être intéressant. Et puis bah oui, pour l'instant c'est un peu le provisoire hein, pour Al-Azari. Donc je pense que les prétendants au titre vont quand même essayer de revenir dans le match. Sinon, bon, pour les essais de F3, le meilleur temps a été établi par Grégoire Saucy. Et au contraire de la F2, c'était beaucoup plus proche des vraies performances de l'an dernier, avec un meilleur temps de Grégoire Saucier à 4 dixièmes seulement de la pole position de Colapinto. Donc voilà, il y a plusieurs pilotes qui m'ont impressionné. Les ART ont énormément roulé, c'est l'équipe qui a le plus roulé, je crois. Peut-être même que les trois pilotes ont fait plus de 160 tours. J'ai un petit doute sur Kylian Frédéric, mais voilà, ils ont énormément roulé. Et surtout, Grégoire Saucy, il a montré une impression de maîtrise sur ses essais qu'on n'avait pas vu depuis l'Africa et qu'on n'a pas vu clairement l'an dernier. Et c'était bien dommage d'ailleurs, puisque voilà, il avait écrasé l'Africa en 2021 devant Adrien David et Paul Aron et Isaac Adjar et Gabriel Emini et plein d'autres. Il avait été vraiment exceptionnel, hein, Grégoire Saucy cette année-là. Donc c'est vrai que si on peut revoir le pilote suisse un peu plus à la fête, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Après, oui, Paul Aron était dans le rythme, comme beaucoup de pilotes. Après, comme les pilotes Prema, Beganovic, O'Sullivan, ils étaient dans le rythme. D'ailleurs, je dirais même, Beganovic était quand même globalement constamment devant Paul Aron. Ça reste que des essais, mais voilà, j'ai un peu plus confiance, c'est vrai, en Beganovic qu'en Paul Aron, je dois l'avouer. Euh, Rien que sur la saison de Freka précédente, voilà, Beganovic a été beaucoup plus solide qu'un Paul Aron qui avait des trous d'air gigantesques et sur certains week-ends comme à Monaco ou au Red Bull Ring, c'était une vraie catastrophe. Il y a d'autres pilotes aussi qui ont impressionné chez Trident. On a Gabriel Bortoleto, donc qui vient de RS, qui vient de Freka et qui a été très très bon. Toujours globalement jouant les premières places, mais surtout il a mis des sacrées pilules quand même à ses coéquipiers qui sont Oliver Goethe et Leonardo Fornaroli. Fornaroli s'est bien débrouillé, mais surtout Oliver Goethe a été assez transparent quand même. Voilà, Oliver Goethe, hein, champion d'Euro Formula en titre, mais avant ça, avant cette saison dominatrice, il avait fait 23e de Freka, ce qui était pas bon du tout. Donc Bortoleto a fait des très bons débuts. Faut voir ce que ça donne, mais c'est vrai que ce pilote
est très bon. C'est pas le crack, le futur crack générationnel, mais il montre des bonnes choses constamment. Il n'est pas forcément dans les meilleures équipes, mais là, il rejoint Trident, il rejoint l'équipe vice-championne en titre, donc il va clairement pouvoir se montrer. Je ne sais pas à quel point il pourra se mêler genre dans une potentielle lutte au titre. Je pense que ça paraît un peu abusé. Enfin, il est quand même que rookie et je le vois pas si haut non plus dans la hiérarchie, mais il m'a fait une très bonne impression quand même, Bortoleto. Petite pause pour voir où en sont les pilotes de S4. Alors Théo Final pour l'instant c'est 18ème. Alors il est en amélioration mais ça paraît pas foufou non plus pour l'instant. Ce serait bien que le français s'améliore hein, puisqu'il joue un top 10 au championnat, voire même peut-être mieux. S'il peut gratter un top 7 pour avoir un petit point de super licence, ça peut être sympa, ça peut être quelque chose d'assez symbolique, hein, on va pas se le cacher, mais ça peut être très positif pour le français. Je ne vois pas. Ok, Hugo Chukwu est 8ème. On a Tuka Taponen qui est 12ème. Et Valerio Rinicella qui est 11ème. Alors pour l'instant, là, ce serait le jackpot pour James Wharton dans la bataille de titre. C'est très bizarre de voir ces pilotes-là aussi loin. C'est très surprenant. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a Lena aussi. Donc là, le pilote Sauber. Lena qui est 33ème. Bon, c'est compliqué. Non, ce qui m'intéresse plus, c'est Hamda Al-Koubaissi, qui doit être à son aise normalement sur ce circuit, qui a déjà gagné sur ce circuit, si je dis pas de bêtises, en F4 Emirati il y a quelques années. Elle est 15ème, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Théo Final qui va passer sur la ligne, ça n'améliore pas. Non, non, non. Il reste 1 minute 28, donc ça c'est il y a deux qualifs en F4, une qualif pour la course 1 et une qualif pour la course 3. Et en course 2, ils prennent les meilleurs tours en course de la course 1. C'est un peu compliqué, mais en vrai j'aime bien, c'est moins random que les trucs de grille inversée, comme on peut avoir en formule régionale, comme on peut avoir en F2, en F3. Donc j'aime bien ce système. Il y a Taponen qui s'est amélioré deuxième. Ouais, il va pas laisser le filer le titre aussi facilement. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment Hugo Chukwu, alors qui est en amélioration. On va peut-être se concentrer un peu sur la fin de la qualif puisqu'on arrive dans la dernière minute et après je reviendrai sur la fin des essais de F3. Pour la refaire courte, il y a 4 candidats au titre. Hein. D'ailleurs, on va regarder ce petit classement, ce petit joli classement magnifique. On a James Wharton en tête avec 182 points, Tuka Taponen 176, Hugo Chukwu, jeune pilote McLaren 145 et Valerio Rinicella qui a 145 points. Donc Hugo Chukwu, c'est celui qui dominait vraiment le championnat de manière, qui dominait le championnat avec la manière. Et au dernier week-end, il s'est totalement écroulé. Je sais pas, sous la pression, en se rapprochant du titre, je sais pas, mais il a marqué 3 petits points sur les 75 disponibles. Quand Tuka Taponen, rookie, faisait une triple victoire. Donc Tuka Taponen a totalement explosé sur ce week-end à Dubaï. Et il est revenu comme un boulet de canon dans la course au titre à 6 petits points de James Wharton, mais pour l'instant c'est l'Australien qui est en pole position et Tuka Taponen n'améliore pas, donc James Wharton semble bien parti pour rester devant. Théo Finael qui est en amélioration, 18ème, allez, faut chercher plus haut là, au moins en top 15, au moins... Allez. Ah, c'est 15ème, c'est 15ème, c'est bon, bah c'est le top 15 quoi. Euh, Ouais, ça va être dur de se battre pour un top 7 au championnat. Du coup, il va partir d'un peu loin. Wharton qui est passé sur la ligne, ça n'améliore pas pour Taponen non plus. Il y a Pedro Clerot. Pedro Clerot, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est le champion de F4 brésilienne en titre. Et ça va être sa première saison complète en Europe. Il sera en F4 espagnol. Et il fait des très bons débuts là, hein, chez MP aux Émirats Arabes Unis. C'est intéressant ce qu'il fait. Et bon, il n'y a pas d'amélioration vraiment de la part des pilotes. Hugo Chukwu qui partira 9ème. Et Valerio Rinicella 14ème. Et il n'a pas l'air d'améliorer non plus. Bon, bah là, c'est le titre qui s'envole. Hein. Pour Rinicella et Hugo Chukwu, je pense que ça paraît foutu. Hein. Ça paraît foutu. Lindblad qui n'améliore pas le pilote Red Bull Junior. On attend quand même Pedro Clerot qui va passer sur la ligne, ça n'améliore pas non plus. On va rester donc sur ce classement pour la
la qualification pour la grille de départ pour la course 1 avec Wharton et Taponen en tête. Kinoa Lazari, voilà, je savais qu'il allait exploser sur ce circuit, puisque voilà, c'est son circuit, c'est sa maison. Et ensuite, on a Lindblad Clairot, Ugo Chukwu est 9ème. Ensuite, on a Stromstead 13ème, Rinicella 14, Naël 15, Alcoubessi 16. Et en descendant plus bas, on a Raphaël Narac, français, qui est 30ème, Lena Buller qui est 36ème, et Luciano Morano, 40ème et dernier, comme un peu pendant le reste de la saison. Bon, on va peut-être revenir aux essais de F3. Je sais pas si j'en ai perdu quelques-uns, mais moi j'avais envie de voir cette qualif, puisqu'il y a une grosse bataille pour le titre entre tout plein de jeunes pilotes juniors. Euh, Deux pilotes Ferrari avec Wharton et Taponen, et un pilote McLaren avec Ugo Chukwu. Mais donc a priori, désolé pour les fans de McLaren, mais le titre va se jouer entre deux pilotes Ferrari, un Australien, un Finlandais. James Wharton, c'est un redoublant, il était déjà là l'an dernier, il a fini 4ème de F4 italienne, quand même loin derrière Andrea Kimi Antonelli et Rafael Camara qui étaient rookies. Et oui, désolé pour les fans Sauber aussi, oui, c'est vrai que pour les nabulaires c'est pas foufou quoi. Et du coup, Tuka Taponen 2ème. Donc voilà, tout reste à faire hein, pour la bataille au titre, mais clairement, je pense que cette qualif a définitivement éliminé Ugo Chukwu et Rinicella. Rinicella qui était très régulier chez MP, c'était le meilleur pilote non préma, mais il n'a jamais gagné, il n'a fait aucune course. Il n'a fait aucune course. Il n'a fait aucune course, il est dans la bataille au titre, il est trop fort. Non, il n'a gagné aucune course. Mais voilà, il était super régulier, il avait autant de points qu'Ugo Chukwu, mais là ça paraît compliqué. Hein. Pour combler l'écart avec Wharton et Taponen devant qui verrouille la première ligne, ça va être compliqué. Mais donc voilà, bon, qu'est-ce qui se passe pour Ugo? Bah je sais pas. Hein. Je sais pas si. Alors après, il y a peut-être un petit problème, je sais pas, mécanique, genre son moteur qui est moins bien, ou peut-être que. Je sais pas. Après, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que l'interprétation facile qu'on peut en faire, c'est il s'approche de la bataille au titre et il s'écroule. C'est un peu très méchant, on dit comme ça. Donc je sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre comme ça. Là, sur les deux dernières manches, il est très loin du compte, quoi. Il est très loin du compte, et pourtant, enfin, je pense qu'il est meilleur que Wharton, meilleur que Taponen, je pense pas. Mais bah, c'est pas bien, c'est pas bon pour Ugo Chukwu. Je l'avais dit sur le live précédent, sur les lives précédents, mais la F4 Emirati, comme la Formule Régionale Moyen-Orient, c'est des championnats hivernaux, c'est des championnats de préparation. Évidemment, c'est le mieux de les gagner. Euh, Ils vont pas. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas Bruno Michel en F4 Emirati, mais il peut y avoir des soucis différents moteurs. À l'époque de la F3 européenne, il n'y avait pas Bruno Michel, et pourtant, voilà, il y avait des moteurs qui avaient des performances un peu différentes. Mais voilà. Donc voilà, Wharton, Taponen. Pourquoi Naël est aussi lent en qualif par rapport à la course? Bah, ça après, ça peut être selon les pilotes. Aussi, Théophile Naël, c'est quand même la première fois qu'il roule sur ce circuit. Il a énormément de choses à apprendre. Toute l'équipe entière a énormément à apprendre. Saint-Éloque, c'est quand même. Il y a un an, ils n'avaient même pas commencé la monoplace. Ils avaient même pas annoncé leur projet d'arriver en monoplace. De base, c'est une équipe de GT, c'est une équipe de rallye, c'est une équipe de trophée Andros. Donc, ils ont énormément d'inexpérience. Et forcément, je pense que plus les week-ends sont longs, plus il y a de tests, plus ça aide Saint-Éloque et Naël. Puisque voilà, il y a tellement de choses à apprendre, ils peuvent pas combler le gap ils peuvent pas combler l'écart avec Prema, MP, R-Ace, PHM, enfin toutes les équipes expérimentées, ils peuvent pas combler l'écart en seulement deux-trois séances d'essais libres. Donc voilà, sur ça j'ai excuse un peu, et je pense que c'est pour ça que à la fin du week-end, on a souvent un AL beaucoup plus fort qu'en qualification au début du week-end. Donc c'est l'explication, je pense, la plus simple. Il faudra voir surtout en F4 espagnol comment ça se passe, puisque là Saint-Éloque aura vraiment des données, des datas fiables sur les 3 derniers circuits. Ils avaient commencé à Spa-Francorchamps, les 4 derniers circuits, sur des circuits comme Spa-Francorchamps. Par exemple, en mai, ce sera le premier round de la saison. Saint-Éloque qui a déjà roulé avec Naël, ils auront des datas
Donc je pense qu'ils seront plus à même de se battre pour les podiums. D'ailleurs, on l'a vu lors des essais de F4 espagnol, Théophile Nael, il est bon, il joue devant. C'était pas aussi bluffant que Enzo Dell'Ini chez Campos, mais il jouait devant avec les MP, avec les Campos. Peut-être que Saint-Éloque va réussir à briser cette hégémonie MP Saint-Éloque. Bon alors, la Q2 commence, mais là ça va être les tours de chauffe. On va pouvoir revenir tranquillement sur les essais de F3. Alors, donc oui, j'avais parlé de Grégoire Saucy qui m'avait bien impressionné, Gabriel Bortoleto aussi, surtout pour un rookie. Évidemment, on doit parler de la nouvelle recrue d'Alpine, Gabriel Emini, qui s'est déjà montré, durant ses essais. Et je pense que vraiment ça va être ça l'objectif. Il va essayer de faire comme Isaac Adjar. Isaac Adjar s'était déjà montré aussi un peu de la même façon lors des essais de pré-saison de F3 de l'an dernier. Là, Mini va essayer de refaire ça. Et voilà, il a l'air de vraiment bien dominer ses coéquipiers. Enfin, pas tellement. Luke Browning a été très bon, donc chez Hightech. Pas encore signé officiellement, mais Montoya, ça reste des essais, c'est vrai. On va pas tirer des conclusions trop hâtives sur les essais, mais c'est vrai qu'il était extrêmement discret, surtout comparé à Gabriel Emini et Luke Browning. Donc, je sais pas, peut-être que euh, peut-être qu'ils ont mis plus d'essence dans la voiture de Montoya pour, je sais pas, pour tester de différentes choses. Je sais pas, j'essaie de lui trouver des excuses, mais on verra ce que ça donne sur les premiers week-ends, puisque ça va être ça le vrai révélateur, hein. Mais c'est vrai que ça donne pas un super bon signe, j'ai envie de dire. Ça donne pas un super bon signe. Là, vous pouvez screener, il y a Luciano Morano qui est en tête, je crois que c'est historique, je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la monoplace. Mais Luciano Morano est en tête. Nous avons un France. Ouais, voilà. Alors, aussi, oui, alors Beganovic m'a bien impressionné pour un rookie, mais c'est quand même plus facile d'impressionner dans une préma. C'est plus, enfin, voilà, c'était pas, et c'est logique. C'est un pilote attendu, c'est un pilote junior Ferrari, c'est normal. Et il y a aussi deux pilotes que j'ai vraiment voulu surveiller pendant ces 3 jours d'essai. C'était Taylor Barnard et Nikita Bedrin. Donc les deux pilotes qui sont engagés chez PHM en Formule régionale Moyen-Orient cet hiver et ce week-end, et qui rouleront chez Genzer, la petite équipe Genzer. Hein. Genzer, il n'y a pas beaucoup de pilotes, il n'y a pas beaucoup de podiums, il n'y a pas beaucoup de victoires à leur actif. Les dernières, globalement, ça remonte à Yuki Tsunoda, donc ça commence un peu à dater, c'était en 2019. Taylor Barnard, actuellement, il est deuxième de Formule Régionale Moyen-Orient, alors que c'est un débutant et il découvre la voiture, il découvre les circuits, donc c'était extrêmement impressionnant ce qui faisait Taylor Barnard, et j'avais peur, et quand même j'ai toujours peur, qu'il fasse comme Pierre-Louis Chauvet ou comme Pepe Marty, qu'il fasse une saison incroyable pendant l'hiver de Formule Régionale, et que, arrivé en F3 dans une petite équipe, c'était Genzer aussi pour Chauvet, et Campos pour Pepe Marty, et bah qu'ils disparaissent, que Taylor Barnard disparaisse, pareil pour Nikita Bedrin dans une moindre mesure, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin, en tout cas, sur les essais, Barnard et aussi Bedrin, ils étaient en lutte quand même pour le top 10 régulièrement. Ils n'ont pas fait claquer de gros chronos, mais ils étaient de façon assez respectable, si on peut parler comme ça. Ils étaient de façon assez respectable dans les bonnes positions, dans le top 10, dans le top 15, dans la première moitié de tableau. C'était plus compliqué pour le coéquipier Alex Garcia, qui est moins talentueux, en tout cas qui a montré moins de choses dans sa carrière. Mais voilà, donc c'est assez rassurant. Euh, Peut-être qu'on sous-estime beaucoup Genzer aussi, puisque Genzer Motorsport, hormis Yuki Tsunoda en 2019, ils n'ont pas beaucoup eu de pilotes, puisqu'ils ont cette réputation d'avoir moins de moyens, évidemment, que Prema, que ART, etc., que MP Motorsport. Mais voilà, quand ils ont des bons pilotes, ils ont déjà réussi à faire un podium avec Callan Williams, qui n'était pas quand même une référence de la monoplace. Euh, et William Alatalo, l'an dernier, n'est pas non plus le pilote sensationnel, mais c'est un bon pilote, et il a réussi à faire une deuxième moitié de saison vraiment solide en finissant régulièrement dans les points. Et c'était pas gagné avec une Genzer, quand même. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir comment Genzer va se comporter. Euh,
va se comporter, c'est peut-être la dernière année de Genzer, a priori, avant un potentiel rachat. Donc je pense qu'ils vont vouloir finir en beauté, hein. Ils ont vraiment voulu célébrer dans l'équipe suisse les 30 ans de Genzer, au, j'allais dire au plus haut niveau, mais non, le plus haut niveau c'est la F1, l'air de rien. Mais ils ont vraiment voulu célébrer et faire cette saison, quitte à faire reporter un potentiel rachat d'un an pour faire cette 30e année. Donc je pense qu'ils vont vraiment essayer de tout donner, vraiment de finir en beauté. J'espère qu'ils vont pouvoir le faire avec Taylor Barnard. Euh, la qualification pour l'instant de F4, ça avance. Non, on est encore loin des meilleurs temps, des temps de la Q1. Mais c'est vrai que si on pouvait s'arrêter là, moi ça m'arrangerait. T'es au final deuxième, je pense je pourrais signer, mais voilà, les premiers temps sérieux, arrivent, c'est en dessous des 2 minutes. Et pour l'instant, le meilleur premier secteur absolu, c'est Valerio Rinicella. Donc je pense qu'il va il va essayer de compenser quand même la Q1 un peu catastrophique qu'il a fait, le pilote italien. Euh, Aussi, pendant les tests de F3, ce qui m'a surpris, c'était MP Motorsport qui était extrêmement discret. C'était pas non plus catastrophique, mais ils étaient très discrets alors qu'ils ont quand même deux potentiels très bons pilotes avec Johnny Edgar, ancien Red Bull Junior, et Franco Colapinto, pilote Williams Junior. Donc c'était très discret. Je sais pas ce qu'il en sera, mais on les a pas beaucoup vus. Et aussi ce qui m'a un peu plus alarmé, c'est plutôt deux équipes qui étaient vraiment dans les choux, mais vraiment totalement à la rue. C'était PHM, PHM by Charbouz, où les trois pilotes trustaient souvent les 5 dernières places. Pour Piotr Wisnicki, je suis pas déçu. Pour Sofia Flörsch, un peu plus. Et surtout pour Roberto Faria, je pensais pas qu'il serait aussi loin. Donc c'est très surprenant, surtout que pour une nouvelle équipe, on pourrait penser que justement, ils allaient un peu trop se montrer et se survendre en mettant très peu d'essence et en claquant des temps pour montrer, hey, regardez la nouvelle équipe, regardez PHM, on gère. Ça n'a pas du tout été le cas, ils étaient vraiment loin, ils étaient très loin du compte, quoi. Et aussi Carline, bah, ça a pas l'air. Ils sont repartis pour une nouvelle saison galère, hein, et a priori, Oliver Gray, donc pilote Williams, a pas l'air aussi bon, aussi talentueux, aussi prometteur, aussi préparé aussi que Zaco Sullivan. Donc ouais, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué pour Carline visiblement. Mais après voilà, hein, c'est que des essais. Moi, c'est les conclusions que j'ai tirées de ces essais. C'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, puisque on ne connaît jamais exactement les programmes de tous les pilotes, de toutes les équipes, mais c'était les principaux enseignements quand même. C'était les principaux enseignements que je voyais en tout cas de ces essais de F2 et de F3. Je sais pas s'il y a d'autres pilotes qui vous ont marqué ou qui vous ont déçu, enfin, marqué négativement durant ces essais. Mais moi, globalement, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur ces essais. C'est toujours dommage que ça soit pas diffusé, puisque c'est cool quand même quand c'est diffusé. Enfin, je veux dire, ils le font pour la F1, ils pourraient le faire pour la F2, la F3 une semaine avant. Bon, c'est un détail. C'est un détail, mais sinon, la qualif de F4, elle continue. Elle continue. Wharton, Rinicella, Ugo Chukwu, Lindblad. Donc il y a un candidat au titre là qui manque. Il n'y a pas Tuka Taponen. Tuka Taponen n'est pas du tout là. Il est dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah frérot. Bon, il est sorti des stands en retard, visiblement. Il y a moins de tours que les autres. J'avais pas du tout vu. J'avais pas du tout vu, mais bon. Donc Tuka Taponen, voilà, et voilà, qui a claqué directement le deuxième temps. Voilà, il remet les pendules à l'heure. Donc pour l'instant, ça fait Wharton, Taponen, Ugo Chukwu, Rinicella, Lindblad. Et bah le top 5, c'est exactement l'ordre du classement au championnat. Mais évidemment, Ugo Chukwu, il va pas, voilà, il améliore le premier secteur, il va pas se laisser faire comme ça c'est sûr. Il va pas se laisser faire comme ça. Donc Wharton, Taponen, Théophinail 9ème. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais, hein. J'ai l'impression quand même que dans la deuxième qualif, ils sont meilleurs que durant la première qualif, hein. Je crois même que c'est arrivé globalement sur toutes les manches précédentes. Théophinail a toujours fait mieux en Q2 qu'en Q1. Donc pour moi, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de ce processus que, enfin,
Et c'est un peu indispensable, hein. Théo Finael, il est très jeune, il a encore que 15 ans. Il a encore que 15 ans, donc énormément de choses à apprendre. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il est passé même du karting catégorie junior à la F4 directement. Donc voilà, quand même un sacré step. Un sacré step. Et Kinoa Lazari qui améliore troisième temps. Lui, vraiment, ça va être le trouble fait, hein. Vraiment, il est chez lui et il va tout faire pour foutre le bordel, hein, devant. Donc Wharton, Taponen, Lazari, Ugo Chukwurini là. Il y a Noah Stromstred qui améliore bien. Il améliore bien, pilote danois, hein, qui est l'un des favoris, si même le favori pour la F4 espagnole, et qui a été vraiment décevant. Il a été très décevant aux Émirats Arabes Unis, même derrière certains de ses coéquipiers comme Valentin Klus. Donc Stromstred qui passe sur la ligne, bah, ça n'améliore pas, il s'est loupé. Non, il s'est loupé sur le dernier secteur, ça n'améliore pas. Ouais, c'est compliqué, hein. Stromstred et Carrasquedo, donc c'est deux futurs coéquipiers de Enzo Dell'Ini cette année. Et Carrasquedo, il est très bon. Alors, il est très bon, ça dépend, hein. Mais il est très bon sur le rythme de qualification. Évidemment, il me fait mentir car il est 13e pour le moment. Mais c'est surtout en course que voilà, il pêche beaucoup et c'est dommage, hein. Il a déjà mené des courses en F4 Emirati cet hiver. Mais après ça, il a totalement disparu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tuka Taponen qui fait le meilleur premier secteur absolu. Alors pour l'instant, James Wharton a la pole position devant Ugo Chukwu pour 1 millième de seconde et c'est très provisoire. De toute façon, il y a tout le monde qui améliore. Wharton, Ugo Chukwu, Taponen, Alazari améliore aussi, Parinicella. Mais même derrière, ça améliore. Théo Finael aussi, mais il est quand même à 2 dixièmes, hein. À 2 dixièmes des Préma, hein, des voitures de tête sur le premier secteur. Ah, ça offre une bataille au titre intéressante. C'est sympa parce qu'on a clairement passé en formule régionale où ça va être le titre pour Antonelli assez facilement. Oui, alors pour répondre à la question dans le chat, oui, je compte commenter certaines courses de F4 France puisque je me suis fait le même constat. Vraiment toute l'année dernière sur Twitter, je m'arrachais les cheveux parce que les commentateurs, c'était une catastrophe. Genre, ils ne savaient pas de quel pilote ils parlaient, ils ne savaient pas ce qu'avait fait le pilote en question à la course d'avant. Ils étaient perdus et il n'y avait aucune émotion dans la voix, dans les commentaires. Enfin, je sais pas, c'était lunaire. Il y avait certaines courses, c'était vraiment n'importe quoi. Pas d'amélioration pour Wharton ou Gochukwu. Tuka Taponen, il n'a pas amélioré le deuxième secteur, donc je sais pas si il va devoir finir fort son tour s'il veut espérer passer devant Wharton ou au moins gratter quelques positions. Tuka Taponen qui passe sur la ligne, troisième, il repasse devant Lazari, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il reste quand même à 134 millièmes de Wharton. James Wharton qui passe sur la ligne à son tour, ça n'améliore pas. Ça n'améliore pas non plus, il reste une minute. Il reste une minute. Donc les pilotes là donc Taponen et Wharton, ils sont dans leur dernier tour, ça veut dire. Ils sont dans leur dernier tour de qualif, donc il va falloir tout donner. Ugo Chukwu qui n'améliore pas. Taponen non plus. Taponen non plus. Alors Théo Finael a un peu dégringolé, 12ème place. 12ème place et il n'améliore pas non plus. Aïe aïe aïe. Donc j'irai voir quelques courses de F4. Alors oui, bah en fait, il y a des courses de F4 françaises, espagnoles, de Freca aussi bien évidemment. J'irai sur place et dans ces moments-là, vous vous doutez bien que je n'aurai pas mon matos, j'aurai pas le micro, j'aurai pas la fibre. Donc ça va être plus dur de commenter. Donc voilà. Mais c'est vrai que les courses que je passe dans mon appartement, où j'ai tout le matériel, bah, c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile, hein. Et je vais essayer le plus souvent possible de les commenter en direct. La F2, la F3, je sais pas encore comment on va s'arranger, mais je pense que ça peut être vraiment sympa de suivre les courses ensemble, surtout pour la reprise. Et d'ailleurs, je vois même bien, petite confidence, mais je vois bien faire un live nocturne méga long, genre pour le Grand Prix d'Australie, pour suivre la F2 et la F3, puisque ce sera vraiment au cœur de la nuit. Genre, on se plaint que la F1 c'est genre à 6h du matin, 7h du matin en Australie, mais la F2 et la F3, ça sera avant 6h du matin. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Ugo Chukwu qui passe sur la ligne, ça n'améliore pas, et je pense honnêtement que personne ne va vraiment améliorer. Théo Finael 14ème,
Et Stromsed 15e. Vraiment, c'est une déception. Stromsed, je pense qu'il va être plus à l'aise chez Campos en F4 espagnol. Mais là, il n'a pas réussi à trouver, à être à son aise, hein, vraiment dans cette équipe, dans ce championnat. Taponen qui passe sur la ligne, pas de pôle, et James Wharton normalement qui va garder cette position. Arvid Lindblad a amélioré le premier secteur, je pense pas que ce soit assez pour chercher la pôle, peut-être pour aller chercher Rinicella, non, même pas. Même pas. Hamda Al-Koubessi, meilleure féminine qui est 13e, voilà, je vous avais dit qu'il fallait la surveiller quand même. C'est dommage quand même, un petit regret, puisqu'elle avait fait des très bons essais libres, hein. Elle avait fait deuxième, même je crois, sur une séance, donc j'avoue que j'espérais au moins un top 10. Il y a quand même quelques points à aller chercher. Elle en a déjà eu un peu plus tôt au Koweït, je crois, elle avait fait une 7ème place. On avait aussi Bianca Bustamante qui est entrée 2 fois dans les points et qui a marqué 3 points. Donc voilà. Par contre, Lena Buller n'a pas marqué de points, c'est vrai. C'est véridique. Voilà, va plus y avoir d'amélioration. Noah Lyles, je sais pas comment on le dit en français, mais voilà, qui monte à la 7ème place. Et voilà, tout le monde est passé sur la ligne, sauf Akshay Bora, qui passe à son tour. Et il ne reste plus personne qui n'améliore. Donc en tout cas, le classement va rester comme ça. Et donc double pôle pour James Wharton. Hugo Chukwu qui est 9ème et 2ème. Bon, il s'est peut-être un peu relancé pour le titre, mais la première course du week-end, ça sera celle où il part 9ème, donc il y a moyen qu'il soit éliminé de la course au titre dès demain. Donc, ouais, un peu compliqué pour le pilote américain, pour la pépite de McLaren. Et Tuka Taponen qui fait 3ème, Tuka Taponen qui fait 2ème et 3ème. Donc il est totalement dans le coup, il est à 6 points de James Wharton, donc il y a vraiment une grosse bataille entre ces deux-là, ça sera la bataille à suivre. Peut-être que Wharton est le meilleur en qualification ce week-end, mais peut-être que Taponen sera devant en course. Aussi, il faut voir ce que feront Kinoa Lazari qui va vouloir gagner, il va vouloir faire n'importe quoi je pense pour gagner, pour remporter sa première victoire, qui plus est à domicile, il est émirati, enfin voilà, mais il est chez lui et toute l'équipe est chez elle, donc je pense qu'à Lazari, il en a rien à faire de la bataille au titre entre Wharton et Taponen. Donc il y a moyen qu'il soit un sacré trouble fait devant. Ensuite, Rinicella, Lindblad, Lis, Rifai, Pissic, Clairot, Badauer, Lacortley, Alcoubessi, Nael, Stromsted, Carrasquedo. Et ensuite, ça devient vraiment des pilotes obscurs. Voilà. Bah, écoutez, globalement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette qualif de F4. C'est un peu dommage que quand même ça n'était pas diffusé, puisqu'il y avait les premières manches avaient été diffusées, et là ils n'ont pas fait cet effort. Je sais pas pourquoi, hein, puisqu'il y a les Asian Le Mans Series en même temps qui, elles, sont diffusées. C'est un peu dommage, mais bon. Les courses, elles, seront bien diffusées, et j'ai les horaires. Attendez. J'ai les horaires que je dois pouvoir retrouver. Ah, ouais, c'est un live un peu moins préparé que les précédents, hein, donc c'est un live un peu moins préparé que les précédents quand même. Alors, tac, tac, oui. Ok, nous sommes aujourd'hui, vendredi, oui. Donc il y a 3 heures de décalage entre les Émirats Arabes Unis et la France. Donc la première course, alors, bon courage pour ceux qui regarderont la première course. Alors moi je serai déjà éveillé pour partir en vacances, mais je ne regarderai certainement pas la course, mais ça sera à 6h45 donc. Il y aura les qualifs de Formule Régionale Moyen-Orient avec Mektounif, avec Tangavelou, qui seront à 8h50. Il y aura une autre course de F4 Emirati à 10h35, une course de Formule Régionale Moyen-Orient, la première course du week-end à 16h45, donc ça c'est beaucoup plus acceptable comme horaire, très sympa. Et ensuite les dernières courses qui seront dimanche à 7h, 8h et 11h. Bon ça va, c'est plus facile à retenir, en tout cas c'est des heures plus rondes. Si vous voulez, je vous mets même hop, le lien pour... comment dire, le lien pour l'emploi du temps du week-end. Et voilà, et c'est vrai que bah, de toute façon, même si je pars en vacances, j'aurai quand même de la connexion internet, hein, j'aurai mon téléphone, j'aurai même peut-être mon ordi, donc voilà, il y aura...
s'il y a des grosses infos, s'il y a des grosses choses qui se passent, évidemment, je serai là toujours sur mon Twitter. Mais pendant une semaine, du coup, pas de live. Et en tout cas, bah déjà, merci quand même d'avoir été globalement une vingtaine, une vingtaine à suivre ce live qui a été un peu prévu à la dernière minute. Mais en tout cas, merci. Et bah, du coup, on se revoit très rapidement sur Twitter globalement. Il n'y a jamais vraiment de vacances, hein, surtout dans cette semaine où voilà, la F1 reprend, où il y a tout qui reprend vraiment. Et donc voilà, et sur Twitch, on reviendra. Il y a un petit truc sympa avec Anthony Drevet, le commentateur de la F2 et de la F3 chez Canal+, qui arrivera dans la semaine de la reprise. Et voilà, donc on essaie. Non, c'était alors pas qualif de F4 France malheureusement. Non, F4 France ça reprend en avril au Coupe de Pâques, mais c'était la qualif de F4 Emirati. Emirati avec les plus grands, certains des plus grandes pépites de la F4, James Wharton, Tuka Taponen, Ugo Gochukwu, des pilotes Ferrari et McLaren. On a aussi Théophile Nael côté français. Voilà. Après, oui, dans le futur, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça pour la F4 France, la F4 espagnole, la Freca et la F3 et la F2 bien évidemment. Et voilà, j'ai globalement fini cela. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, d'ici là, on se dit à très bientôt sur Twitch et à très bientôt, à dans une semaine, à dans une bonne semaine sur Twitch. Bon, allez, salut, bye bye.